Qu'est-ce que l'amour? C'est bon? Bonjour tout le monde. Haha, moi aussi je trouve ça drôle. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous voulez pas savoir si moi je vais bien? Moi, dans les conférences, je réponds tout le temps « Oui, toi! » Conférencier. En tout cas, c'est que j'existe. Alors aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais vous parler, c'est ça. Mais ça, c'est maîtrisé. Mais c'est pas du par cœur non plus. Comme il a dit, c'est de 15 à 35 minutes. Fait que, pas de stress avec ça. Qui, par curiosité, qui sont ici, qui se disent « C'est qui ce bozo-là? » Dans le fond, qui me connaît, mettons, à main levée dans la salle? OK, on va faire l'inverse. Qui le sait? Pas en tout, c'est qui ce gars bizarre-là? Puis, OK, ça, c'est vraiment le fun. Parce que d'habitude, comme Jonathan, je te cherchais, tu es juste là. Comme Jonathan l'a dit, c'est ma 30e formation aujourd'hui. Puis d'habitude, je fais des événements qui sont plus en individuel. Comme ça, quand les gens viennent, la plupart du temps, c'est eux qui m'ont engagé. Fait que j'ose espérer qu'ils savent je suis qui. Et là, c'est le fun parce qu'on a des nouveaux visages, justement, qui vont avoir l'occasion de se dire en passant, j'ai 25 ans, fait que non, socialement, je suis pas crédible. C'est vrai? Parce que je m'en viens partager des expériences sur la vie, la sagesse, tout ça, puis j'ai 25 ans, fait que qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là, tu sais? Mais aujourd'hui, ce que je voudrais souligner avant de commencer, c'est le fait que, moi, c'est ma 30e, mais aujourd'hui, c'est la première à Martin. La première formation à vie. C'est toujours un moment super important. Puis, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose parce que, bon, dans le fond, mon truc pour jamais être stressé quand je vais donner une formation, une conférence ou un show, appelons ça comme on veut, c'est que je me dis, bon, je m'en vais là-bas, puis mon but premier, là, c'est de donner le maximum d'amour à chaque personne qui va être dans la salle, peu importe la manière. Fait qu'à partir de ce moment-là, si je déparle, si à un moment donné, je me mets à parler de ça m'arrive tout le temps, ça en passant, vous allez voir, je vous garantis, au moins une fois, je parle allemand. Mais tu sais, à partir de ce moment-là, pourquoi tu pourrais être stressé? Hey, mal parler. Y a-tu déjà quelqu'un à main levée qui s'est enfargé dans sa bouche en parlant? T'sais, y a-tu déjà quelqu'un qui a... Vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'à partir du moment où l'intention est là, qui est juste de donner le meilleur de soi, il n'y a plus de stress à avoir. T'sais, le but, c'est vraiment juste un échange humain. Puis je me dis tout le temps, le pire qui peut arriver, c'est que vous me trouviez plate. Ça recule de 400 ans, là. Il y en a qui auraient rentré ici avec des torches puis des fourches. Là, j'aurais pas été stressé de ne pas être bon. Aujourd'hui, vous trouverez ça plate si ça vous tente, c'est juste ça. Donc, c'est une joke. Aujourd'hui, justement, tu sais, d'habitude, OK, je vais faire ça différemment. Vous voyez, c'est vraiment pas organisé, là. Ça va être vraiment, on se pitche la balle puis tout. Qu'est-ce qui fait que je suis ici aujourd'hui à vouloir partager? Parce que là, tu sais, jusqu'à maintenant, bon, le gars, il est run, il est pseudo-comique, là. Qu'est-ce qu'il veut dire dans le fond? Pourquoi je suis ici? C'est parce que j'ai eu une illumination un jour qui m'a fait me dire, je peux pas croire qu'il faut autant souffrir que j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu le déclic, puis je me suis dit, je vais aider les autres. Puis à cette heure, j'ai quitté tout ce que je faisais avant, puis je consacre ma vie à ça. Aider les autres, peu importe la manière. Que ce soit avec un câlin gratuit, que ce soit avec un sourire dans la rue, que ce soit en te payant un hot dog si je te croise une roulotte à patates, des choses qui arrivent. Mais là, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que tu as vécu, coudonc, pour arriver à ce point-là? Parce que si vous ne vous le demandez pas, ma conférence est finie. Voulez-vous savoir? Qu'est-ce que... Ouais, OK, cool. Mais voulez-vous le savoir pour vrai? OK, good. Alors, j'avais un rêve. Oh, j'avais un rêve. J'avais un rêve. Que je chérissais depuis 14 ans. Pas depuis l'âge de 14 ans, depuis 14 ans, OK? Dans le fond, toute ma vie, ma vie a commencé, je vais faire ça court, OK, mais tu sais, j'ai vécu des choses pas le fun. Ma vie a commencé par un grave accident. J'ai été à l'accident. On me voulait pas pantoute. Mais, tu sais, je veux dire, comment tu peux pas croire... Oui, je pensais à légère, il n'y a pas de problème. Comment tu peux pas croire que rien n'arrive pour rien quand tu te dis, hey, ma mère, mon père, ça fait 7 mois qu'on se connaît, on veut pas d'enfant, t'es là, la vie fait que tu restes. Bon, on va faire, tu feras de quoi m'amener avec cette vie-là qu'on te donne. Fait que c'est ça, j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais en bout de ligne, à travers ces débuts difficiles-là, parce que comme vous pouvez vous en douter, je vous skip les détails, mais ça a commencé avec la pauvreté, la violence, la criminalité, la drogue, l'alcoolisme, puis toutes les belles choses comme ça qu'on souhaite à tout le monde. Puis
au fil du temps, je me suis créé une espèce de rêve, justement, qui était celui de jouer au basketball le plus loin possible. Si possible dans NBA, aux States, européens, pro, peu importe, mais je m'étais rattaché tout le long de mon existence à mes résultats dans ce sport-là pour me sentir vivant, pour me sentir bon, me sentir libre, parce que dans le fond, à l'intérieur de moi, il y avait juste un petit gars brisé, puis à l'extérieur de moi, qu'est-ce qu'on m'envoyait comme miroir? C'était que la vie, c'est de la merde. Fait que je me suis dit, au moins quand je focus là-dessus, quand je suis sur le terrain, quand je prends mes shots, je pense à rien d'autre, je suis dans le moment présent, puis j'arrive l'espace d'un instant à me sentir bien. Mon premier rêve, justement, parce qu'on y va étape par étape, tu ne passes pas de j'ai 7 ans, je joue dans ma cour à je vais jouer professionnel. Fait que c'était d'être pris collégial. J'ai été recruté collégial en secondaire 4 parce que je me suis pointé au camp de sélection en faisant croire au coach que j'arrivais au cégep juste pour voir si j'étais de calibre et tout. Puis il m'a pris dans l'équipe. Jusqu'à ce qu'ils me disent hey, Monsieur Lemaire, pouvez-vous venir ici? Il me semble on vous a vu jouer cette année puis vous n'étiez pas encore d'âge scolaire. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, j'explique tout ça, puis il me dit, ben là, va-t'en chez vous, là, on vient de couper quelqu'un, qui on va lui dire, c'est chiant, mais en tout cas, j'avais déjà réalisé mon premier pré-rêve, qui était de jouer collégial, avant même d'être rendu là. Fait que pas de stress, let's go, on fait juste continuer à jouer au basket. Il m'avait dit, mange ton brocoli, reviens l'année prochaine, ça va bien aller. Fait que j'y retourne, je suis pris collégial, ça se passe bien, mais là, c'est quand même facile d'être pris collégial, relativement. Mais là, je voulais être pris universitaire. Universitaire, tu as une chance sur des milliers. Ça commence vraiment à être la grosse game. Puis justement, je commence à faire plus de sacrifices pour ça, à un point où, après mes 2 premières années de collégial, je décide que je ne ferai pas les choses à moitié parce que là, il me reste une seule saison qui commence en septembre prochain avant d'être justement dans le pic de ma carrière et d'être au moment où les recruteurs universitaires viennent voir nos matchs parce que c'est la dernière année collégiale. Alors, il y en a qui auraient dit, bon, ben je vais essayer de me coucher plus tôt. Bon, ben je vais essayer de manger mieux. Je vais essayer de m'entraîner plus souvent. Ben moi, en janvier, le mois de janvier avant le septembre de la prochaine saison, je dis, moi, l'été prochain, je m'en vais en Suisse, courir dans les montagnes comme Rocky. Puis je l'ai fait. Je suis parti pendant tout mon été, loin de tout le monde, parce qu'on s'entend-tu que tu as 18 ans, tu es au cégep. Qu'est-ce que tu fais de ton été? À peu près 5 activités ou autant diversifiées les unes que les autres. Soit tu bois, soit tu brosses, soit tu prends un verre, ou soit tu fais le party avec tes chums. Puis on s'entend-tu que c'est pas le genre d'activité qui va faire en sorte que tu te rapproches de ton rêve qui est de jouer universitaire au basket. Tu sais, tu arrives au mois de septembre, tu as ta petite semi-bedaine de bière, tu es comme bon, on va recommencer, tabarouette chaude plus haut. T'sais. Fait que là, je me suis dit non, moi je veux. Parce qu'on s'entend, mon identité est rattachée à ce rêve-là. Là, j'ai pas vraiment aimé. J'ai été victime d'intimidation, j'ai été taxé. Et puis ça, c'est fort, hein, parce que je mesurais 6 pieds, je me faisais taxer par des gars de 5 et 2. Parce que j'avais tellement pas confiance en dedans. C'est pas pire, pareil. Puis là, je me suis dit, je m'en vais en Suisse, je m'exile, je m'en vais faire ce que j'ai à faire. Puis je vous le jure, j'arrive là-bas et chaque matin, pendant tout l'été, le cadran était mis à 7 heures. Je me levais, j'allais courir pendant 1 heure à 1 heure et demie dans les montagnes. Je revenais, je déjeunais. Ensuite de ça, je repartais de midi à 5 chaque jour. J'allais jouer au basket, prendre des shots. Puis 3 jours par semaine là-dessus, je faisais une pause en plein milieu de l'après-midi pour aller faire des suicides, des sprints, puis des allers-retours, puis un programme pour sauter plus haut avec mes jambes. Ensuite de ça, je retournais super à la maison, puis je repartais de 7 à 9 le soir faire de la muscu pour justement me renforcer physiquement. J'ai fait ça pendant 2 mois non-stop. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé après ces 2 mois-là? J'ai vécu le plus beau moment de toute ma vie la veille de mon départ de la Suisse. Mes amis avaient organisé un petit party, mes amis que je m'étais fait là-bas, ils avaient organisé un petit party, comme de fait, il y avait rien que ça à faire à 18 ans. Hein, pour me dire « Salut Manu, ça a été super le fun de te rencontrer, tu reviendras nous voir bientôt » puis tout ça. Fait que là, je quitte la petite soirée qu'ils ont faite pour moi. Pas trop tard quand même, je prenais l'avion tôt le lendemain. Puis je m'en rappelle, là, comme si c'était hier, OK? Puis je vais essayer de ne pas pleurer. Je dis tout le temps ça, mais je pleure tout le temps pareil. En tout cas, je m'en fous. Je vous donne de l'amour, fait que donnez-moi-en, vous comprenez? Fait que je sors du véhicule, j'étais côté passager en avant, fait qu'il y a le conducteur ici, il y a 2 gars en arrière. Et là, ils sortent du char. On se fait tout un gros câlin, gratuit en plus. Ils me disent au revoir. Puis là, je quitte.
Puis là, je suis plus capable de les regarder parce que je sais qu'est-ce qui va arriver. Si je les regarde, on s'entend. Oui, mais les amis! Fait que là, tout ce que je trouve la force de faire, c'est de lever mon poing comme ça dans les airs. Parce qu'en dedans de moi, je le sais que j'ai réussi. Je le sais que j'ai fait les sacrifices nécessaires à l'obtention de ce rêve-là. Tu sais, imaginez, là, je lis mon poing dans les airs. Est-ce que j'ai été pris universitaire à ce moment-là? Pas encore. Mais je le sais que j'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir puis que ça m'a amené à un point où c'est même plus une question. C'est sûr que je vais être pris universitaire au basket. Puis là, à ce moment-là, je me retourne puis je vois 3 points qui sortent par les fenêtres du char comme ça. Parce qu'eux autres aussi, ils le savent. Ensuite, je fais 3 pas, je plonge à plat ventre et je pleure dans l'herbe. Mais ça, je vous la mimerai pas aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est une anecdote, ça casse le momentum cute, mais j'entendais, parce que j'habitais chez ma tante là-bas, puis je l'entends par la fenêtre dire à son mari « Hey, tu crois que le chat est dehors? » Parce qu'elle pensait que c'était le chat qui, tu sais, tellement je broyais comme je sais pas trop quoi. Comme « Non, mais non, il est! » C'est quand même viril, le gars, tu sais. Fait que, je reviens au Québec. Puis là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Je joue au basketball. Pourquoi je mime? C'est quoi jouer au basket? En tout cas. Mais là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive sur le terrain? Mes chums qui sont restés au Québec, là, tu sais, ils recommencent la saison, pas facile. Moi, je suis là, puis je saute, tu sais. Plus haut, plus haut, plus haut. La tête du monde. Ah, tu sais. Ça y allait, là. Donc, j'avais même la confirmation, en retrouvant mon équipe initiale, que j'avais vraiment fait ce qu'il fallait pour être pris. Fait que là, je commence à me dire, mon rêve, là, on va l'avoir. Et là, la saison avance, puis on est rendu environ au mois de janvier. À ce moment-là, j'ai déjà reçu 2 invitations à aller à des camps de sélection par des coachs de différentes universités. Tu sais, il n'y a rien de signé, rien d'officiel, mais ils ont juste approché mon coach collégial, puis ils ont dit « Hey, ton numéro 14, là, vraiment, on aimerait ça s'il pourrait venir à notre camp. Tu sais-tu ses plans pour l'année prochaine? » Fait que, tu sais, là, quand tu as déjà un pied dans ton rêve, là, mais tu gardes juste une petite retenue en disant « Oh, on verra. » Mais tu le sais, là, tu le sais. Hey, tu le sais. Même, vous ne savez pas l'histoire, vous le savez. Mais là, le moment marquant, c'est mon tournoi à Québec en janvier. L'Université Laval, à ce moment-là, est non seulement la meilleure université québécoise au basketball, mais la meilleure université canadienne. Et là, je reçois un appel dans ma chambre d'hôtel le samedi soir avec tous les chums de gars. Oui, bonjour, est-ce que je peux parler à Manuel Lemire, s'il vous plaît? C'est moi. Jacques Paiement Junior, coach en chef de l'Université Laval, est-ce que tu as 2 petites minutes? Les gars, c'est Jacques! Oui, c'est à quel propos? Là, il commence à me dire qu'il y a un de ses recruteurs qui est allé voir mes matchs du matin puis il a trouvé ça vraiment impressionnant. Fait qu'il l'a appelé, il a dit « Hey Jacques, il faut que tu viennes voir ce gars-là, vraiment, tu sais, c'est super impressionnant, qu'est-ce qu'il fait sur un terrain et tout ça. » Fait qu'il dit « Je me suis déplacé, j'ai été voir ta partie du soir puis effectivement, j'ai vraiment été impressionné par ce que j'ai vu. Écoute, c'est quoi tes plans pour l'année prochaine? » Là, je vais le faire avec... Hey, le cœur me débat, je parle à Jacques. Hey, tu sais, Jacques, tu sais quoi, là, tu sais, quand tu parles à Jacques, qu'est-ce que ça fait? Fait que là, je capote bien raide, puis il commence à me parler de ma cotère, qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine comme programme. Là, j'y parle, tu sais, communication, tout ça. J'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie, puis je m'en fous pas mal. Moi, je veux jouer au basket. Communication, let's go, tu sais. Là, il me dit, ah, c'est parfait, tu peux rentrer avec tes notes, c'est excellent. Là, l'appel dure environ une 20aine de minutes. Ça se termine par, écoute, Manu, si jamais tu es prêt à venir avec nous l'année prochaine. Je te garantis pas un 40 minutes de temps de jeu sur 40 par match, mais on a besoin de toi dans notre équipe, au moins un 20-25 minutes. On a besoin d'un gars comme toi à Laval. Est-ce que tu veux faire partie de notre équipe l'année prochaine? Attends un peu, je vais y penser. Oui, Jacques, ça va me faire plaisir. Puis là, tu sais, là, imaginez, là, je commence déjà, tu sais, je suis un gars émotif à la base, là, je commence déjà, tu sais, à avoir les larmes aux yeux. Puis là, il me dit, écoute, on a un camp de sélection au mois d'août qui s'en vient, mais ça, c'est juste une formalité. Notre recrutement, on le fait au téléphone. Fait que pointe-toi là-bas, sois en forme, mais ta place est prise, est avec nous. Bienvenue à Laval. Bienvenue à Laval. Je vais juste vérifier que c'était bien 3 mots. Les 3 mots qui m'ont fait le plus de bien dans ma vie. À partir de ce moment-là, là, explosion de bonheur interne. Je me promenais, là. Le matin, je me levais.
Je m'en vais à Laval. Salut Manu, ça va? Pas le temps, je m'en vais à Laval. Tu sais, vous voyez le genre? J'étais tellement heureux. Imaginez 14 ans de travail, de sacrifice, de Hey, tu viens-tu faire le party, Manu? Non, merci, j'ai un rêve. Je vous le dis, là. J'étais plate. Pas pour rien, je me faisais intimider peut-être. Mais sincèrement, j'étais juste consacré à ça. Alors là, j'ai passé les 3 mois suivants, là, carrément les plus beaux mois de ma vie. Tout allait pour le mieux. Il n'y avait plus rien. Imaginez, tu as réalisé ton rêve. Puis non seulement ton rêve, mais la meilleure équipe au Québec puis au Canada. Ça veut dire que je vais jouer dans la meilleure équipe canadienne. On s'entend-tu que tu te rapproches du professionnel? Tu sais, si c'est pas avoir un pied dans la porte, je sais pas c'est quoi. Puis là, avec cette vie de rêve-là qui s'offrait à moi, je commence évidemment à me trouver, tu sais, chercher des apparts à Québec, chercher pour une job, tu sais, tout ça. Je m'inscris à Laval, je suis accepté dans mon programme, la vie est belle. Puis là, un jour, ben tout bonnement, je m'en vais sur, vous savez c'est quoi Facebook? Je m'en vais là-dessus. Puis il y a un gars qui vient m'écrire, un homme que je connais de loin, tu sais, mais je sais c'est qui, tout ça. Il me dit, écoute Manu, faut que je te dise de quoi, mais je tiens juste à te dire avant que j'ai aucun lien avec ce que je vais te raconter, je suis juste le messager. Parle. Puis là, il me dit, tu sais, l'Université Laval, là, c'est une joke. Émoticône perplexe. Quoi? Il dit, c'est des gars, un soir, ils se trouvaient bien drôles, ils t'ont appelé dans leur chambre d'hôtel, puis ils se sont fait passer pour le coach. Dans le fond, il n'y a personne qui t'a recruté pour jouer à Laval, c'était une gang de caves, puis depuis les 3 derniers mois, il n'y a personne qui a eu les couilles de te le dire parce qu'il voyait comment tu étais heureux puis comment ça avait changé ta vie. Fait aujourd'hui, ben, il fallait bien que ça cesse, fait que c'est moi qui te le dis. Je comprends. Imaginez. Tu sais, c'est pas je m'en viens faire une conférence que j'ai préparée depuis une semaine. Les gens n'aiment pas ça, je m'en retourne chez nous, c'est dur. J'ai consacré ma vie entière à un rêve qu'on vient de m'enlever en une fraction de seconde. Et le pire là-dedans, c'est qu'au moment où j'ai appris cette nouvelle-là, il était trop tard pour accepter les autres offres universitaires que j'avais reçues. Et j'ai donc passé à côté de mon rêve de jouer universitaire au basket tout court. J'allais à l'école l'année prochaine, pas dans un programme, j'allais jouer au basket. C'était ma raison de vivre, c'était tout. On m'enlevait tout ce pourquoi je vivais. One shot. À partir de ce moment-là, un petit peu moins. Sincèrement, je suis mort ce jour-là pour vrai. Je suis vraiment mort ce jour-là. C'est la journée de mon décès. À partir de là, j'ai avancé dans la vie, là. Mais avancer, c'est un grand mot. C'est juste que j'avais pas à force de me tuer parce que j'y pensais chaque jour. Tu regardes autour de toi, plus rien qui a de l'importance. Tu sais, quand tu vis pour quelque chose, puis ça t'est enlevé, tu vis pour quoi? Pour le fun, mais quand c'est pas le fun. Puis le pire, c'est que dans une période très rapprochée, après cet événement-là, j'ai perdu mon emploi. La fille avec qui j'étais depuis 3 ans a couché avec mon meilleur ami. Fait que, puis je me suis fait un peu comme sacré dehors de chez nous, tu sais. Fait que tout n'a pas très bien été dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que peu importe à quel point tu te donnes, puis que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir quelque chose, ben c'est pas toi qui décides la fin. Pensez-y, là, il y avait combien de chances que quelque chose comme ça m'arrive? Tu sais, je dis pas, là, j'ai pas fait nécessairement les efforts pour, puis finalement... Tu sais, imaginez, peut-être que si j'avais moins travaillé fort, puis j'avais moins parlé de mon rêve, puis tout ça, ben les gens qui m'ont fait le gag n'auraient pas été au courant de ça, tu sais. Puis j'aurais... Tu sais, vous comprenez-vous comment c'est ironique, à quel point tu décides pas, là. Tu décides pas c'est quoi la vie, tu sais. On le sait pas, peut-être qu'il y a un astéroïde qui s'en vient tout, tu sais, on le souhaite pas, mais Colin, on décide pas. Puis à ce moment-là, j'ai compris que tout ce que tu peux faire, dans le fond, là, c'est choisir comment tu vas réagir à ce qui t'arrive. Pas ce qui t'arrive, mais comment tu vas réagir. Mais là, devant tant de souffrance, c'est drôle à dire, puis il y en a qui se sont dit, ce gars-là, à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais, tu sais, il a trouvé que tout était de la merde, il était fâché, il était agressif avec tout le monde. Mais non, moi, ça a fait l'inverse. J'ai perdu ma capacité de souffrir ce jour-là. Ça m'avait fait tellement mal que je me suis dit, qu'est-ce qui est grave après ça? Pensez-y, tu sais. Je vous jure, quand ma blonde, elle m'a trompé, là. Ah! Quelle conne!
Non, mais, puis tu passes à autre chose. Fait qu'après ça, je me rappelle, je me promenais. Non, mais tu sais, on se dit les vraies affaires. Je me promène. D'ailleurs, elle est ici ce soir. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je me promenais, là. Moi, ça me faisait rire, là, parce que j'étais rendu une espèce d'âme errante, sans but dans la vie. Fait que, tu sais, je pouvais juste comme flotter puis chiller. Puis, tu sais, tu me comptais, mettons, hey, j'ai une mauvaise note dans mon examen, ma prof, c'est vraiment une conne. Ta gueule! C'est rien, ça. Tu sais, je me promenais, puis j'étais carrément un distributeur de ta gueule, c'est rien, ça. Tu sais, oh non, ma blonde puis moi, on s'est chicanés parce que j'ai acheté un tapis vert pour la salle de bain, puis elle le voulait bleu. Ta gueule! Puis vraiment, je faisais rien que ça. J'étais comme, ta vie est belle, allume! C'est vrai! Si t'avais vécu ce que j'ai vécu, pas sûr que tu serais encore là. Puis là, c'était devenu une espèce de petite... tu sais, moi, j'ai plus souffert que tout le monde, puis tu sais, j'étais bien dans ce rôle-là, mais en même temps, ça m'a permis de réaliser à quel point les gens étaient malheureux pour rien. Puis à un moment donné, j'ai vécu un événement, que je vous raconterai dans une autre conférence, qui m'a fait avoir l'illumination ultime de « Oh my God! Oh my God! Pourquoi, dans le fond, est-ce que moi, ce serait pire? Pourquoi est-ce que ce serait la fin, tu sais? C'est vrai, dans le fond, j'ai vécu une épreuve, puis j'étais en train de rire des épreuves que tout le monde vit en disant que c'est pas grave. Puis là, je me suis dit, Caroline, tu sais, j'ai un toit, je peux manger, tu sais, je suis en santé, j'ai des gros pecs. Tu sais, je veux dire, tout ce qu'un homme peut rêver. Non, mais c'est con, là, mais je me suis mis à me dire que c'était pas si grave, moi non plus. Puis là, je me suis donné comme mission de me promener puis d'aider chaque personne à être heureux puis prendre conscience d'à quel point non, là, ton problème, c'est pas un problème. Attends un peu, m'expliquer c'est quoi, la vie, c'est beau. Oh oui, lève-toi, la vie, c'est beau. J'étais vraiment rendu de même, puis à partir de ce moment-là, ça a tellement bien été. Mais c'est le fun quand tu réalises que ton focus passe d'un rêve externe, un objectif ailleurs, à je veux être la meilleure version de moi-même. Pensez-y, là. Si je consacre 14 ans à me développer et à devenir la meilleure version de moi-même, un jour, quelqu'un m'appelle dans 14 ans et me dit « Oui, bonjour, Manu, c'est juste pour te dire que finalement, c'est pas vrai, t'es pas une bonne personne puis t'aides pas les autres. » Excusez, ça marche pas vraiment, là. Oui. Salut. Comprenez? Personne ne va pouvoir m'enlever ça. Aujourd'hui, je suis là, puis je vous donne, puis je vous aime, puis c'est... Personne ne va pouvoir m'enlever ça. C'est tellement un beau feeling, là. Savoir que tu es vulnérable à peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie. Je peux faire un flat tantôt, je peux me faire tirer une flèche dans l'épaule. Ce serait vraiment surprenant. Mais, tu sais, crack, OK, what's next? C'est vrai? J'aimerais ça vous faire un petit exercice. Puis pour ça, j'ai besoin que chaque personne ferme ses yeux. C'est super important. Assurez-vous d'être bien, d'être confortable. Maintenant, j'aimerais ça. Tout le monde a les yeux fermés? Regarde, là. Les yeux fermés. Parfait. Imaginez dans votre tête la personne que vous êtes. Voyez-la très clairement. Qui vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que si vous aviez votre vie à refaire à partir du début, vous seriez capable de faire plus que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Regardez encore cette personne-là. Est-ce que vous pensez que cette personne-là, à l'heure actuelle, est capable de plus pour son avenir que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant? J'aimerais ça que vous voyiez la personne que vous êtes, là, mais vous voyez-la heureuse. Voyez-la avec un sourire. Voyez-la bien. Voyez-la confiante. Vous voyez votre sourire? Imaginez, vous êtes plein d'amour. Vous vous aimez. Vous aimez les autres vous aiment, vous êtes bien, vous êtes en paix. Vous n'avez aucun problème. Votre sourire est là, il est fort, il est sincère, il est vrai, puis il est indestructible. Ouvrez vos yeux. C'était beau, hein? Cette personne-là, là, c'est vous. Mais c'est dur des fois d'y croire. Vous remarquez que qui ici a déjà fait une erreur? Je te regardais, hein? Je voulais être sûr de toi. Qui ici s'est déjà trompé? Qui ici, tu sais, on va en faire la liste des qui ici. Puis c'est pas tout le temps facile de croire en cette belle personne-là qui est en dedans de nous, hein? Surtout quand on a l'impression de ne pas être assez bon ou qu'on se le fait dire par des gens, que quelqu'un nous crie dessus.
Ou des fois, même nous-mêmes, on perd notre contrôle, puis on se dit « Pourquoi je n'ai pas été capable d'être meilleur que ça? » Là, c'est la partie le fun parce que j'ai un exercice à vous faire faire. Alors, tout le monde, vous allez garder seulement un morceau de vêtement. Puis... Non, c'est pas vrai. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Puis là, c'est à ce moment-là que je reçois une flèche par la fenêtre. Je vais vous demander tous de déposer ce que vous avez dans les mains sous votre chaise parce qu'on va avoir besoin de notre body. Body signifie corps pour les francophones. Est-ce que tout le monde est libéré de tout? De tout. Oui, parfait. Tout le monde est prêt? Dis non, celui qui n'est pas prêt. Super, tout le monde est prêt. Quand je vais vous le dire, vous allez tous vous lever, puis vous allez vous assurer, pied à peu près à la largeur des épaules, faites attention aux pieds du voisin, juste pour être, assurez-vous là, d'être confortable, OK? Puis je vais faire l'exemple avec deux personnes ici, fait que vous pouvez venir en avant. Oui, toi? Ici. Vous allez vous placer face à la foule à côté de moi. Face à la foule à côté de moi. Face of the fool à côté de moi. Fait que là, on est bien, on est chill. Dans le fond, l'exercice que vous allez avoir à faire tantôt, là, c'est tout simplement que vous allez vous assurer d'avoir l'espace pour prendre votre bras. Puis normalement, on tourne sur nous-mêmes, puis on continue, puis on va vers l'arrière, OK? Mais là, étant donné qu'il y a des gens, on ne veut pas d'affaires de même. Fait que prenez votre bras, puis soit passez-le par en dessous, puis continuez le chemin, ou si vous vous sentez fancy, faites-le par en haut. OK? Fait que c'est ça le but. Je sais qu'on est serré, mais vous comprenez le principe? Ça marche? Merci, vous pouvez vous rasseoir. C'était exigeant, hein? Donc, tout le monde debout! Alors, l'exercice est très simple. Je vais vous demander de tous placer votre bras droit en face de vous, comme ça, vers l'avant. Maintenant, je vais vous demander d'aller le plus loin possible vers l'arrière, comme ça. OK, vous pouvez revenir vers l'avant. Baissez votre bras. Asseyez-vous. Avouez l'illumination, hein? Ouais, ça, c'est vraiment mon exercice préféré. Là. Ça dégourdit, c'est parfait. Pourquoi je vous ai fait faire cet exercice-là? C'est pour la visualisation suivante. Je vous l'avais dit! C'est mon petit côté qui ressort. OK. Fermez vos yeux. Je vais vous demander dans votre tête de vous replonger dans le moment qui vient de se passer. Revoyez-vous debout avec votre bras devant vous. Est-ce que vous le voyez clairement? Maintenant, je vais vous demander d'imaginer exactement ce qui vient de se passer, votre bras qui fait le tour puis qui va le plus loin vers l'arrière. Est-ce que vous le voyez tous très clairement? Tout le monde peut répondre, gênez-vous pas. Oui. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire un exercice qui sort du commun, qui détruit les limites. Imaginez que votre bras, que vous voyez faire le tour, continue un petit peu plus loin, ne serait-ce que 15% plus loin. Est-ce que vous voyez très clairement dans votre tête votre bras qui va plus loin que la première fois? Oui. Maintenant, imaginez que ce soit possible, qu'on défie les lois du physique. Puis qu'on se dise que ce bras-là va encore plus loin, 30 45 plus loin. Est-ce que vous le voyez? C'est dur à imaginer, mais voyez-le très clairement. Votre tronc tourne, ça commence à tirer dans le bas de votre dos. Votre épaule aussi, ça chauffe. Est-ce que vous voyez aller de plus en plus loin, encore plus loin? Voyez-le très clairement, parce que c'est possible. Voyez-le. Maintenant, là, imaginez, c'est complètement ridicule, mais voyez-le très clairement. Votre tronc est carrément en plasticine, puis vous êtes capable de tourner encore plus loin, puis d'amener votre bras pratiquement à faire un 360 degrés puis à revenir jusqu'en avant. Est-ce que vous êtes capable de visualiser ça très clairement dans votre tête, aussi drôle que ça puisse être? Oui. Maintenant, ouvrez les yeux, tout le monde debout. Je vais vous demander de prendre votre bras droit comme tout à l'heure, de le placer en avant et maintenant, allez le plus loin possible vers l'arrière. Vous pouvez revenir vers l'avant. Baissez votre bras, asseyez-vous. Ça, c'est une des affaires qui m'inspire le plus dans la vie. Ce qui vient de se passer. Qui ici, à main levée, est allé plus loin la deuxième fois que la première fois? Mais réalisez-vous,
La première fois, je vous ai demandé « aller le plus loin possible ». J'ai utilisé le mot « possible » parce que le mot « possible » régit les limites de ce qui est faisable dans notre univers, dans notre vie, dans notre conscience, dans notre environnement. Si je vous ai demandé d'aller le plus loin possible, on s'entend-tu que vous n'étiez pas censé avoir le pouvoir d'aller plus loin? Et pourtant, la deuxième fois, tout le monde est allé en moyenne 40 % plus loin que la première fois. Est-ce que vous êtes devenu instinctivement plus flexible que la première fois? Oui. Est-ce que vous avez transformé votre corps? Est-ce que vous avez subi un entraînement par un entraîneur en tournage de bras qui vous a supervisé pendant 1 an en vous coachant et en vous donnant des petites tapes sur les fesses en vous disant « ça tourne, ça tourne, ça tourne ». Non! Vous avez simplement mis dans votre tête l'idée que c'était possible. Vous avez visualisé le fait que même si la première fois, ce n'était pas ça, moi, j'y crois, je le vois, je reviens dans la réalité, puis je le fais. Je le fais. Imaginez 40 % de plus loin au niveau du bonheur, 40 % plus loin au niveau du succès, au niveau de l'amour. Imaginez qu'est-ce que 40 % plus d'impact pourrait avoir sur la qualité d'une vie puis sur la qualité de la personne que vous allez devenir. Je vais vous demander pour une dernière fois de fermer vos yeux. Vous savez, la personne que vous avez imaginée tout à l'heure, j'aimerais ça que vous la remettiez dans votre tête à l'instant même. Cette personne qui est souriante, qui est lumineuse, qui est pleine d'amour. Cette personne-là qui est parfaite. Vous l'imaginez clairement en ce moment, puis je crois que jamais la vie ne vous aurait donné l'autorisation d'imaginer cette personne-là si vous n'aviez pas tout ce qu'il faut en ce moment pour la devenir. Voyez-la clairement. Cette personne-là, aussi merveilleuse soit-elle, ben c'est vous. Puis pour vous transformer en cette personne-là, ça va vous prendre un super pouvoir. Mais vous avez de la chance, parce que le super pouvoir dont vous allez avoir besoin, c'est le seul que nous avons tous en commun, chaque être humain, et c'est le pouvoir de choisir. Vous avez le choix, non pas de ce qui vous arrive, mais de qui vous allez être pendant que ça vous arrive. Et ça, c'est la plus grande force qu'un humain peut posséder. Ouvrez vos yeux. C'était beau, hein? Merci tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous allez vraiment, vraiment bien? Oui. Ah, good. Mais vous savez que c'est une formation sur le bonheur. Je pensais que ça irait pas bien. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde qui ne file pas. Y en a-tu qui ne file pas? Qui ça va pas bien? Non, personne? Vous n'osez pas le dire? Pourquoi on fait une formation sur le bonheur? J'ai surmonté beaucoup d'obstacles pour être ici devant vous ce soir. Manu nous l'a dit tantôt, c'est ma première fois. Puis quand on fait quelque chose qui est très important pour nous, qu'on a un rêve précieux, bien, c'est inévitable que les peurs vont monter. Puis pour traverser ces peurs-là, ça prend un pourquoi fort. J'appelle ça comme ça. Il faut savoir clairement pourquoi on avance quelque chose. On avance vers quelque chose. Fait que je vais commencer en vous disant pourquoi je suis ici ce soir. Pourquoi je suis devant vous ce soir. Il y a 2 grandes raisons. La première, c'est la souffrance que j'ai vécue. Au secondaire, au primaire, je me suis beaucoup fait intimider. Ça a commencé à l'âge de 5 ans, dès la maternelle. Je me faisais dire toutes sortes de choses. Je me faisais dire que j'étais laid. Je me faisais dire que je faisais rire de mes vêtements. Le pire moment, c'était l'autobus scolaire, parce qu'il n'y avait pas de professeur pour surveiller. Fait que là, je pouvais juste me faire dire n'importe quoi, puis je répondais à rien. Cette souffrance-là, ben, s'est accumulée au fil des années. Je me souviens d'un événement particulièrement douloureux, en secondaire 2, dans le cours d'art plastique. Il y a un jeune,
un gars dans ma classe qui me demande que je lui prête ma règle. Je lui prête tout bonnement. Puis lui, il la prend, puis il enlève la gomme en dessous de son soulier. Puis il me la redonne. La règle en tant que telle, c'était pas grave, mais c'était l'humiliation. Avec tout le monde qui me regardait, puis qui riait. Cette souffrance-là, elle a continué de s'accumuler. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Où est-ce que là, ça s'est transformé en pensée suicidaire? Pendant 1 mois, j'ai pensé au suicide. Je me suis demandé comment j'allais faire ça sans blesser mes parents. Je ne voulais pas qu'ils se sentent coupables. Je ne voulais pas que ce soit de leur faute. Fait que je voulais que ça ait l'air d'un accident. Mais une chance, après 1 mois, je leur ai écrit une lettre pour leur dire ce qui se passait dans ma vie. Je leur disais 3 choses. Que je me faisais intimider à l'école, que je pensais au suicide, puis que je suis gay. Quand mes parents ont lu la lettre, ils sont venus dans ma chambre, on a pleuré une bonne partie de la nuit. Puis ensuite, ils m'ont présenté un travailleur social. Ce travailleur social-là m'a parlé d'un groupe gay, de jeunes ados qui se rencontraient chaque semaine au CLSC. J'ai commencé à fréquenter ce groupe-là. Pendant 1 an, je suis allé. Et ça, là, ça a complètement changé ma vie. Ça m'a sorti de l'isolement. Ça m'a montré que je n'étais pas seul, que je n'étais pas seul à souffrir. Puis ça m'a redonné confiance en moi. Ça m'a redonné confiance en la vie. Puis j'ai découvert l'importance de partager. De partager qui je suis, de partager ce en quoi je crois. C'est pour ça que je suis ici devant vous ce soir. C'est la première des 2 grandes raisons. Je trouve ça fascinant ce qui s'est passé dans ma vie dans les derniers mois parce que j'ai démarré une page Facebook. Je fais des vidéos sur YouTube de 3-5 minutes. Je parle de différentes choses qui se passent dans ma vie. Puis les gens, ils se reconnaissent, puis ils viennent me contacter. Puis justement, j'ai des gens j'en ai un qui est venu me voir, qui est venu m'écrire, puis il m'a dit « Wow, tu as l'air heureux. Moi, je pense au suicide. Comment tu fais? » Puis juste de partager qui je suis, de partager ce en quoi je crois, bien, je suis capable d'aider les gens en retour maintenant. La deuxième grande raison qui me fait me tenir devant vous ce soir, c'est que j'aime la vie. J'adore la vie. C'est très relié avec ma première raison, évidemment. Mais pour moi, la vie, là, c'est de faire des folies. J'adore faire des folies. J'en ai fait plein, puis j'ai fait une liste. Je vais vous donner quelques exemples. J'adore cette liste-là. Cette liste-là a déjà 1 an, fait que j'en ai même d'autres qui se sont rajoutés. Mais, par exemple, je suis allé rejoindre une amie à Barcelone. Je suis allé faire du 4 roues dans le désert, en Afrique. J'ai donné un billet d'avion à un inconnu. J'ai enseigné l'anglais en Russie. J'ai fêté le Nouvel An à Nouvelle-Orléans avec Jonathan. J'ai vécu dans une maison de 6000 pieds carrés en Californie pendant 5 mois, gratuitement. Alors que je partais en vacances pendant 1 semaine. C'est aussi relié avec quand j'ai donné un hug, un câlin gratuit à Sharon Stone. Puis j'ai fait à souper aussi à Sharon. Ça, c'est fou parce que ça m'a montré à quel point, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans sa carrière, on a encore besoin de ça, du câlin gratuit. Parce qu'elle était nerveuse avant une présentation qu'elle allait donner. J'ai senti qu'elle était nerveuse, je lui ai offert un câlin. C'était génial. J'ai traversé le Golden Gate à vélo. J'ai fait des safaris en Afrique. J'ai fait plein de choses. Il y a une de ces folies-là qui est particulièrement géniale que j'ai faite, c'est allé prendre un café à Paris. J'ai pris l'avion. Je suis parti de Québec, Montréal, Paris. Je suis resté 24 heures. Bon, j'ai pris un peu plus qu'un café, mais je suis resté seulement 24 heures. J'ai repris l'avion. Paris, Montréal, Québec. J'avais pas de rabais sur les billets d'avion. Il n'y avait pas d'occasion spéciale. C'était pas un long week-end. De toute façon, je n'avais pas besoin qu'il soit long le week-end. Puis, j'ai tellement tripé à Paris parce que mon temps était ultra limité. Parce que souvent, on s'imagine que le temps est illimité. Mais quand on prend conscience qu'il y a une fin, puis on ne sait juste pas c'est quand que ça va être cette fin-là, ça devient tellement plus précieux le temps qu'on a.
Puis ce souvenir-là, là, il est génial parce que ça m'a coûté, bon, à peu près 1000$ pour ce café-là. Mais je l'ai payé juste une fois. Puis maintenant, je le raconte encore et encore, puis ça inspire les gens à faire des folies. Puis ça, je trouve ça tellement génial. Je continue d'augmenter la valeur de ce que j'ai fait sans jamais dépenser un sou de plus. Même Pierre-Luc a déjà utilisé cet exemple-là parce qu'à un moment donné, je lui ai raconté ça. Puis ça lui a fait prendre une décision, faire sa folie à lui. Donc moi-même, d'avoir vécu mes folies comme ça a des répercussions. Fait que ça, c'est la deuxième grande raison qui me fait me tenir devant vous ce soir. C'est que j'adore la vie. Je trouve ça tellement trippant de faire des folies. Pour moi, ma vie, c'est l'accumulation de toutes les folies que j'ai faites dans ma vie. Puis je veux inspirer les gens en retour à faire des folies eux autres aussi. Il y a des gens avant moi qui ont été des modèles, qui m'ont donné le goût de faire ces folies-là, puis je veux donner le goût aux gens d'en faire aussi. J'aimerais vous expliquer maintenant ça. Oh. Le bonheur s'achète. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le bonheur s'achète? Parce que c'est intéressant parce que j'en ai parlé à différentes personnes, puis les gens, quand ils lisent ça, il y en a quelques-uns qui résistent, qui sont choqués. Ils font comme non, le bonheur, ça ne s'achète pas, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Mais pour moi, le bonheur, ça s'achète avec des efforts. Avec des efforts, avec une discipline de vie, puis en améliorant ses habitudes. Fait que c'est ça qu'on va faire ce soir. On va prendre conscience de nos pensées, puis on va voir comment on peut changer des petites habitudes sur le long terme pour améliorer notre vie en entier. J'adore les voyages. D'ailleurs, j'ai voyagé dans à peu près 35 pays. J'ai 34 ans, donc je me mets toujours le défi de garder le nombre de pays plus élevé que mon âge. C'est mon défi personnel. Donc, comme j'adore les voyages, on va faire un voyage ensemble. La première étape quand on fait un voyage, c'est évidemment de décider de la destination. Donc, on choisit une destination. Oh, wow, il y a du monde qui prend des notes. Vous êtes sérieux dans votre bonheur? C'est bon. En premier, on choisit donc la destination. Et pour voyager, ben, ça prend des sous, d'habitude. Pas tout le temps, comme je l'ai dit, parce que je suis allé en Californie pour presque rien. Mais on s'achète un billet d'avion, et là, il y a le décollage. Le décollage, pour moi, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. C'est de changer qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête. Notre petite voix intérieure qui nous parle constamment. Comment on fait pour la changer? Quand on commence ensuite à changer, il y a le vol. Le vol en tant que tel, pour moi, c'est la persévérance. Parce que comme je l'ai dit, je suis allé en Afrique. Le vol pour aller en Afrique, c'est long. C'est à peu près 15 heures, je pense, je ne sais plus trop, mais ça prend de la persévérance. Donc, comment on fait pour, pas nécessairement rester motivé tout le temps, mais au moins persévérer dans les efforts qu'on fait, dans les petits changements qu'on fait. Puis au final, il y a l'atterrissage. L'atterrissage, pour moi, c'est le lâcher-prise. Parce que oui, on fait des efforts, on avance vers un objectif avec persévérance, mais au final, on va devoir s'ajuster. Il y a toutes sortes de choses qui vont nous arriver dans la vie. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Donc, il faut savoir rester focusé sur un objectif précis, mais pouvoir s'adapter en même temps. Donc, comment on fait ça? Mon année la plus heureuse, c'est définitivement l'année 2015, cette année. Il y a plein de super belles choses qui se sont passées dans ma vie. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Parce qu'au début de l'année, avant même un petit peu le début de l'année, mon copain m'a laissé. Puis j'étais super endetté. Donc, comment ça se fait si mes circonstances à l'extérieur de moi n'étaient pas reluisantes, mais pourtant, c'est quand même ma plus belle année à vie? Bien, pour vous illustrer ça, je vais vous raconter le conte du vieux fermier chinois. Alors évidemment, ça se passe en Chine. Il y a bien, bien longtemps, vivait un vieux fermier chinois.
accompagné de son seul fils unique. Et il avait un seul cheval pour labourer ses terres. Les villageois, qui habitaient non loin de là, lorsqu'ils passaient devant la ferme du vieux fermier, faisaient toujours un commentaire. Quand les villageois passaient, ils dirent au vieux fermier, « Pauvre vieux fermier, la saison est aride, ta situation est tellement mauvaise. Tu n'as qu'un seul cheval pour labourer tes terres, un seul fils. Que c'est triste, ta situation, que c'est triste. » Et le vieux fermier leur disait, « Oui, c'est vrai, j'ai un seul cheval et un seul fils. Mais est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais pas. Je ne connais pas la suite de mon histoire. » Les villageois continuèrent leur route, sans trop comprendre l'attitude du vieux fermier. Quelques jours plus tard, alors que le jeune garçon était en train d'atteler le cheval s'effraya et il partit en courant. Lorsque les villageois passèrent à nouveau, ils dirent au vieux fermier, « Oh non, que c'est dommage! Tu avais un seul cheval, maintenant tu l'as perdu, il s'est enfui. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta situation est tellement triste, tellement triste. » Et le vieux fermier leur répondit, « Oui, c'est vrai, mon cheval s'est enfui. Mais est-ce un bien? Est-ce un mal? Je ne sais pas. Je ne connais pas la suite de mon histoire. » Quelques jours plus tard, on aperçut un nuage de poussière au loin. Et la poussière s'approchait, et plus ça se rapprochait, plus on pouvait distinguer qu'il y avait un cheval qui revenait, accompagné d'un autre cheval. Lorsque les villageois passèrent à nouveau, ils s'écrièrent « Hurrah, hurrah, enfin, ta situation a tourné! Tu avais un seul cheval, maintenant tu en as deux. » Et le vieux fermier leur répondit, « Oui, maintenant j'ai deux chevaux. Mais est-ce un bien? Est-ce un mal? Je ne sais pas. Je ne connais pas la suite de mon histoire. » Quelques jours plus tard, alors que le jeune garçon tentait de dresser le nouveau cheval sauvage, le cheval s'effraya. Il bondit et en retombant, il brisa les jambes du jeune garçon. Lorsque les villageois passèrent, ils s'écrièrent « Oh non, la chance tournait pour toi, finalement, et puis là, ton jeune garçon qui est handicapé. » Et le vieux fermier leur répondit, et là vous pouvez répondre avec moi, « Oui, mon jeune garçon est handicapé, mais est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais pas. Je ne connais pas la suite de mon histoire. » Quelques jours plus tard, la Chine entra en guerre avec un pays voisin. L'empereur déclara que tous les jeunes garçons en âge de se battre devaient aller au combat. Lorsque les villageois passèrent devant la ferme du fermier, une dernière fois, ils lui dirent « Oh non, c'est joyeux ça là. » Ils lui dirent « Hurrah! Enfin! La chance tourne encore pour toi. Ton jeune garçon, il est handicapé, mais il n'aura pas à aller se battre. Tu n'auras pas la peur de le voir mourir. » Et le vieux fermier leur répondit, « Oui, mon garçon n'aura pas à se battre, mais est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais pas. Je ne connais pas la suite de mon histoire. » J'aime bien cette histoire-là, parce que ça montre que tant que l'histoire, justement, n'est pas terminée, on ne sait pas ce qui va se passer. Et tout est toujours une question de perspective. Parce que je crois, en fait, moi, que dans chaque situation, il y a autant du positif que du négatif. Puis, ça dépend seulement de ce qu'on choisit de voir ou d'amplifier. On peut toujours voir le négatif, on peut toujours voir le positif, mais on peut choisir qu'est-ce qu'on va amplifier. Ce que j'aimerais vous proposer maintenant, c'est qu'on va aller à notre destination, le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est pour vous? On va prendre tout le monde la même destination, mais je suis certain que chacun de vous a sa définition, sa propre définition. Donc, vous avez dans votre cahier de notes, à la page 2, on n'est pas mal au début, à la page 2, quelques lignes pour noter des idées. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si là, on augmente votre bonheur. Ah, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un point intéressant. Dans le passé, je me demandais si j'étais heureux. Je me suis demandé ça souvent. Un peu dangereux comme question, parce qu'il y a deux réponses. Il y a oui, puis il y a non. Peut-être, ou d'autres choses, mais bon. On va dire qu'il y a oui, puis non.
Mais le danger, c'est de constater que c'est non, puis de continuer à s'enfoncer. Maintenant, ce que je me demande plutôt, c'est comment je pourrais être davantage heureux. Ça, là, c'est génial, parce que premièrement, ça suppose que je suis déjà heureux ou pas pire, puis je regarde surtout vers où je m'en vais. Comment je peux améliorer mon bonheur. Fait que ce que je vous propose avec cet exercice-là, c'est de juste noter ce qui vous passe par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans votre vie en étant plus heureux avec... Ça serait quoi vos relations? Ça serait quoi votre revenu? Peu importe ce qui vous passe à l'esprit. Donc, je vous laisse 3 minutes et c'est parti. Génial. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ensemble? On vient de prendre des pensées, des idées subconscientes, généralement, des choses auxquelles on ne pense pas régulièrement, puis on les a amenées au conscient. Je vais vous donner un exemple de ça. Ce matin, quand vous vous êtes habillé, est-ce que vous avez mis la jambe gauche ou la jambe droite dans votre pantalon? Qui a mis la jambe gauche? Qui a mis la jambe droite en premier? En premier, je parle. On a mis les deux, oui. OK. Qui s'en souvient pas? OK, c'est bon. Pourquoi on s'en souvient pas? Ou pourquoi même ceux à qui je l'ai demandé puis ils s'en souviennent, il a fallu regarder le film de notre journée puis se remémorer ce matin quand je me suis habillé, quelle jambe j'ai mis en premier? C'est parce que cette pensée-là, elle est subconsciente. C'est un choix qui est déjà pris pour nous quand on se lève le matin. On n'a pas à se mettre à réfléchir, « OK, aujourd'hui, je mets-tu la jambe gauche ou la jambe droite en premier? » C'est déjà fait. Puis ça, c'est fou parce que j'ai appris, je n'ai pas vérifié le pourcentage, mais on va dire que c'est ça, que 95 % de nos décisions quand on se lève le matin sont déjà prises pour nous. 95 %, c'est énorme. Puis la décision de mettre la jambe gauche ou la jambe droite en premier, c'est pas très grave. Mais la décision de combien je vaux dans la vie, quel salaire je gagne, la décision de comment je réagis devant un public. Toutes ces choses-là, c'est toutes des décisions qui sont déjà prises dans notre tête et dont on n'est pas conscient. Fait que ce qu'on vient de faire avec l'exercice, c'est de commencer à prendre des choses subconscientes et de les amener au conscient pour réfléchir, pour pouvoir changer les choses. Parce que si on n'est pas conscient, bien, on ne peut même pas changer. On ne peut pas changer de jambe si on ne prend pas conscience qu'on a une jambe qui est programmée pour s'enfiler en premier. Comment ça fonctionne, l'esprit subconscient? Moi, ça me fascine. Je vais vous donner un autre exemple, c'est la conduite automobile. Quand on commence à conduire, la première fois qu'on conduit, on est concentré entièrement sur la tâche de conduire. On pense au volant, aux pédales, puis il n'y a rien d'autre autour qui peut se passer ou qui va nous distraire parce qu'on doit avoir toute notre attention consciente sur la conduite. Mais au fur et à mesure qu'on répète la tâche de conduire, cette tâche-là se programme en nous. Elle devient subconsciente. Et là, plus elle est programmée, plus on l'a répétée, plus on libère notre esprit pour faire d'autres choses, pour changer les postes, pour avoir une discussion au téléphone illégale, des choses comme ça. Donc, c'est en répétant qu'on se programme et qu'on entre des croyances dans notre subconscient, autant les positives que les négatives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à... Non, je vais faire un autre exercice, tiens, plutôt. Je vais vous le faire expérimenter. J'ai quelque chose d'encore plus impressionnant que ça à vous faire vivre. On va se fermer les yeux. Tout le monde. Et on va imaginer que devant soi, il y a un citron. Un beau citron jaune. Et là, on imagine qu'il y a une planche à découper. Et on prend un couteau. Et on coupe le citron en deux. On prend une des moitiés. Et on la coupe encore en deux. Donc maintenant, on a un quartier. On prend le quartier dans sa main, on l'approche de notre bouche, puis on mord dedans. Quand vous ouvrez les yeux, qui a la bouche pleine de salive? Ouais. C'est fou, hein? Parce que ce citron-là, il est imaginaire, mais on a quand même eu la réaction physique dans notre bouche. Ça, c'est une autre chose. Quand j'ai découvert ça, je trouvais ça complètement fou. De me dire que ce que j'imagine
ce qui se produit même pas a quand même un effet sur moi. Ça, je trouvais ça vraiment sidérant quand j'ai découvert ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer à l'autre exercice. On va prendre d'autres croyances. Et là, j'en ai fait pas mal. Quand j'ai répété avec mes amis, ils m'ont dit que je n'ai écrit 45, là, que c'était long un peu. On va en faire juste les 20 premiers. Fait qu'on va faire de 1 à 20. Puis si vous tournez à la page 3 ou 4, non, on est rendu à 6, je crois, il y a quelques lignes blanches. Fait que si vous êtes inspiré par une croyance en particulier, vous pourrez la noter. Ces croyances-là, c'est des croyances sur le bonheur. On va les noter de 0 à 10. 0 étant « je n'y crois pas du tout ». 10 étant « j'y crois dur comme fer, il n'y a rien qui peut me faire changer d'idée ». Donc, je vous laisse encore quelques minutes, 3 minutes, et je vous laisse noter vos croyances, à quel point elles s'appliquent à vous, et si vous en avez que vous voulez ajouter vous-même, à la page 6. Ça, c'est une super bonne leçon pour moi aussi, parce que j'ai fait plusieurs séminaires aux États-Unis de développement personnel, j'adore ça. Puis il y en a un qui m'a marqué, il me disait « La sagesse est dans la salle ». Puis ça, là, c'est une super belle leçon, puis c'est même un défi pour moi, parce que j'ai oublié de vous le dire tantôt, mais je voulais vous dire de ne pas croire un mot de ce que je vous dis. Puis pourquoi je vous dis ça? Bien, c'est parce que moi, ce que je vous parle, c'est de mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Puis ça ne veut pas dire que ça s'applique à vous. Oui, ce soir, ce qu'on fait, on va vers des pistes de solutions, des exercices qui peuvent vous aider, mais ultimement, c'est vous-même qui avez vos réponses, c'est vous-même qui avez votre vécu. Puis ça, c'est un super bel exemple. Moi, je suis vraiment impressionné de tous les témoignages qu'on vient d'avoir. Je ne pouvais pas apporter ça moi-même. Fait que, bien, merci. Merci d'avoir partagé. J'ai dit tantôt, l'important, c'est les petits changements qu'on applique avec persévérance. Puis, l'important aussi, c'est l'environnement dans lequel on vit. L'environnement, ça fait une énorme différence. Puis, j'ai réalisé à quel point, en fait, c'est d'autres séminaires justement qui m'ont fait voir à quel point on vit dans un environnement de compétition. Tu sais, à l'école, quand on est jeune, il y a des bonnes notes, il y a des mauvaises notes. Ensuite de ça, on évolue, on va sur le marché du travail, il y a la compétition entre les compagnies, entre les employés et tout. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait une autre alternative à ça. C'est la collaboration. Ça, là, c'est fou. Même, en fait, la raison pour laquelle Manu est ici ce soir, c'est ça, c'est que moi-même, j'ai décidé de faire ma formation, j'ai décidé de collaborer avec un de ses projets. Il s'est offert pour venir faire la première partie. C'est fou, quand on commence à vivre puis à avancer vers ce qui compte vraiment, là, c'est assez spécial les synergies qui peuvent se créer. Donc, ce que j'ai le goût de faire avec vous, c'est un exercice de collaboration. Ça va être tout le groupe ensemble. Ce qu'on va faire, c'est de décorer la salle. On va se faire notre propre environnement à nous, notre environnement de plaisir pour vivre dans ça puis en profiter. Alors, on a-tu une tune de party qui s'en va? Super, je suis tellement content de vous avoir vu embarquer autant. Là. Puis ça, là, c'est une leçon, je trouve, tellement précieuse, importante que le bonheur, c'est ça, on peut en parler. Ça, c'est tous les avertissements que j'ai oublié de vous dire au début. Là, c'était ça. Je voulais vous dire, je ne peux pas vous apprendre le bonheur rationnellement. On peut le faire, on peut le vivre. C'est ça que je voulais faire ce soir, c'est que je voulais qu'on le vive ensemble. Puis de décorer la salle comme ça, là, c'est tellement génial de voir tout le monde contribuer, d'avoir les nids de clowns de ceux qui sont maintenant la salle eux-mêmes. Ah, j'en ai plusieurs, hein, c'est cool. Fait que, ouais, c'est super. Mais il y avait une deuxième symbolique à cet exercice-là aussi. C'était, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant que vous décoriez? Ça, je trouve ça super intéressant. Est-ce que vous vous êtes dit « Ah non, moi je fais pas ça, là, je suis ici pour... je n'étais pas venu ici pour ça » ou « Hey, oui, j'embarque, tu sais, puis j'ai le goût de participer, j'ai le goût de décorer. » Fait qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant l'exercice? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Puis ça, là, je suis persuadé que ça se reflète dans toute votre vie. Si vous vous êtes dit « Ah non, moi je participe pas, là, non, je fais le pas pour ça à soir », sûrement que dans bien d'autres activités dans votre vie, oups,
Je me retire. Si vous êtes embarqué à fond, sûrement que dans votre vie aussi, il y a d'autres choses que vous le faites. Je me suis dit, il y a Donc? bien des belles idées, ce gars-là. Ah, ben merci! Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est à la page 7. 7, c'est l'exercice « J'observe mes pensées ». Donc, moi, ce qui me fait triper, là, c'est de prendre conscience de ce qui se passe dans ma tête pour pouvoir changer les choses. Donc, vous-même, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant que vous faisiez l'exercice? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Puis, juste prendre conscience de ça. C'est ça. Ben oui. Alors, 3 minutes. Génial. Donc, j'espère que vous avez fait des belles découvertes en observant vos pensées. Parce que, comme je disais, avec toutes les pensées subconscientes qu'on a, première étape, si on a des choses à changer, pour les changer, ben, c'est d'en prendre conscience. Fait que c'est juste de s'arrêter comme ça, de prendre des petits moments. Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai fait ça? Quand j'ai fait ça? Ça, là, c'est génial pour s'améliorer. On est rendu à l'étape 3, et là, ça c'est gentil d'avoir décoré mon tableau, mais je peux plus écrire. OK, on va se débrouiller, on va improviser. Étape 3, c'était quoi déjà, vous souvenez-vous? Ouais, le vol, qui était la symbolique pour? Persévérance. Persévérance, yes. Ça va être... Oups, pas ça pendant tout. Oh là là, ça va mal. Persévérance. Bon, vous comprenez? Persévérance. Super. La persévérance. Comment qu'on fait pour appliquer ces petits changements-là, des exercices simples comme ça qu'on fait là, mais sur une longue période? Parce que moi, je suis persuadé que c'est sur des longues périodes qu'on voit des grands changements. J'ai longtemps fait des gros changements drastiques dans ma vie. Comme j'ai dit, j'ai voyagé souvent aussi. J'ai déménagé, j'ai tout abandonné pour changer de pays. Puis oui, ça fait des changements, mais souvent, c'est un peu brutal. Puis souvent, ce n'est pas les meilleurs changements. Par expérience, quand j'ai fait des petits changements sur du long terme, ça a été beaucoup plus efficace. Donc, comment on améliore la persévérance? Le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est la responsabilisation avec quelqu'un. Ça, là, pour moi, c'est super puissant. Jonathan et Pierre-Luc vous ont été présentés au début. Puis, à chaque semaine, on se rencontre. On fait des masterminds, comme Jonathan disait. Donc, on parle de tous nos objectifs qu'on a accomplis de la semaine qui vient de se terminer, tous les objectifs qui s'en viennent pour la semaine prochaine. On se challenge, on se met au défi. On ose être honnête avec nous-mêmes, aussi avec les autres. Et ça, c'est génial parce que si je m'engage à faire quelque chose pour la semaine prochaine avec quelqu'un et que ce quelqu'un-là vérifie que je l'ai véritablement fait, bien, ça a beaucoup plus de pouvoir. J'ai beaucoup plus de chances de le faire. Surtout que l'engagement, c'est une activité que moi-même, j'ai décidé de prendre. Je ne me suis pas fait forcer là, à quoi que ce soit. Donc, l'exercice suivant, c'est à la page 8. C'est votre prochaine action. On a défini le bonheur, c'était quoi pour vous, comment vous pourriez améliorer votre bonheur. Et là, on va choisir juste une action que vous pourriez poser dans la semaine qui s'en vient. Je vous donne une semaine, c'est beaucoup quand même, mais bon, je vais être généreux. Puis, choisissez une action. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un truc simple là, que je pourrais faire, qui va améliorer mon bien-être, qui va améliorer mon bonheur. Puis quand vous l'avez, ensuite, en dessous, la deuxième partie de la page, c'est « Je m'engage avec quelqu'un ». Comment, pas comment, mais je choisis quelqu'un, puis même ça, je vous recommande de ne pas y aller avec quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous êtes venu. C'est vous-même qui vous connaissez le mieux, là, mais souvent, c'est plus facile. Ça dépend de votre engagement, mais c'est peut-être plus facile de laisser passer des choses quand on connaît la personne, puis on est un couple ou des choses comme ça. Ah, c'est pas grave. Si c'est avec un inconnu, moi, selon mon expérience, c'est un peu plus difficile. Mais bon, je vous laisse décider ça, cette portion-là. Alors, notez votre action pour la semaine, le nom de la personne avec qui vous vous engagez, la date, puis les coordonnées pour se contacter dans maximum une semaine pour vérifier que vous l'avez fait. Donc, je vous laisse 3 minutes pour faire ça. Parfait. On va continuer. En parlant des peurs, comme j'ai dit au début. Quand on s'approche de quelque chose de vraiment important pour nous, un rêve plus grand, là, je vous ai fait faire l'exercice sur quelque chose qui était plus peut-être léger, s'approcher du bonheur ou du bien-être. Mais plus on avance vers quelque chose de crucial, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, une passion, plus il va y avoir des peurs
qui vont surmonter. Fait que comment on fait pour gérer ces peurs-là? Comment on fait pour continuer d'avancer, même si la peur nous fait reculer? Mais pour ça, j'ai une autre histoire à vous raconter. C'est l'histoire du magicien des peurs. Et pour cette histoire-là, j'ai besoin d'un volontaire qui va... Ouais, non, pas toi, Manu. Ah oui, Armand. Oui. C'est ça. Bonne mémoire. C'est bon. Alors, Armand, j'ai 3 personnages dans mon histoire et tu vas faire les 3 en même temps. Oh, tu dois te changer d'idée. Ah! Je m'en ai ça de même. Donc, il y a le magicien, Oui. le jeune garçon, puis l'homme. Ah. Donc, quand je nomme un des personnages, tu mets le chapeau approprié pour s'assurer que tout le monde comprend qui est le personnage. C'est ça? C'est bon? C'est facile, hein? Ouais, c'est pas dur. Alors, le magicien des peurs. Il était une fois, une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme que tous appelaient le magicien des peurs. C'est bon, tu suis bien. Ah oui! Bon, c'est bon. Excellent, excellent. Ce qu'il faut savoir, avant d'en dire plus, c'est que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables. Peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Peurs plus récentes, issues de l'enfance de chacun, quand l'incompréhensible de la réalité se heurte à l'innocence d'un regard, un étonnement d'une parole, à l'émerveillement d'un geste ou à l'épuisement d'un sourire. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi pouvoir faire disparaître, supprimer les peurs qu'il ou elle portait dans son corps, dans sa tête. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Il y avait chez ceux qui revenaient du voyage beaucoup de pudeur à partager ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage du retour était toujours plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple, que personne ne le crut. « Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les 2 mains dans les siennes et m'a chuchoté. » Le magicien. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir sous chaque peur. Aussi petite, aussi terrifiante soit-elle. Il y a toujours un désir, sache-le. L'enfant. Il avait sa bouche tout près de mon oreille, et il sentait le pain d'épices, confirma l'enfant. Il m'a aussi dit... Le magicien. Oui. Nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser entendre et d'oser respecter le désir qu'il y a sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant tout cela, sentait bien que personne ne le croyait, et il se mit à douter à nouveau de ses propres désirs. Cependant, ce ne fut que bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les entendre, de les accepter en lui. Cependant, un jour, un homme décida de mettre le magicien des peurs en difficulté. Ouais. Oui, il voulait le mettre en échec. Il fit le voyage, vint à lui avec une peur qui l'énonça ainsi. « J'ai peur de mes désirs. » Le magicien des peurs lui demanda. On a fini avec l'enfant, si tu veux. « Peux-tu me dire le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi? » L'homme. « J'ai le désir de ne jamais mourir. » Murmura l'homme. J'ai pas murmuré pantoute, hein? « J'ai le désir de ne jamais mourir. » murmura l'homme. « En effet, c'est un désir terrible et fantastique que tu as là. » Puis, après un temps de silence, le magicien des peurs suggéra. « Et quelle est la peur qu'il y a en toi, derrière ce désir? Car derrière chaque désir, il y a une peur qui s'abrite, et parfois même plusieurs peurs. » L'homme dit d'un seul trait. « J'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. »
Magicien. Et quel est le désir derrière cette peur? L'homme. Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Puis on finit avec le magicien. Voilà donc ton désir le plus redoutable, murmura le magicien. Écoute-moi bien, prends soin de ce désir. C'est un désir précieux, unique. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller, c'est un très beau désir. Si tu respectes ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi, tu ne craindras plus de mourir. Va, tu peux rentrer chez toi. Mais, vous qui m'écoutez, vous allez tout de suite me dire, alors, chacun d'entre nous peut devenir un magicien des peurs? Bien sûr, c'est possible, si chacun s'emploie à découvrir le désir qu'il y a en lui, sous chacune de ses peurs. Oui, chacun de nous peut oser découvrir, dire ou proposer ses désirs à la seule condition d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés. Chacun doit apprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Alors, tous les désirs ne peuvent se réaliser, même si on le désire? Non, seulement certains. Et nul ne sait à l'avance lequel de ces désirs sera seulement entendu, lequel sera comblé, lequel sera rejeté, lequel sera agrandi jusqu'aux étoiles. C'est cela, le grand secret de la vie, d'être imprévisible, jamais asservie et en même temps immensément généreuse face aux désirs des humains. Des rumeurs disent que le magicien des peurs pourrait passer dans notre pays. Merci, Armand. Je trouve ça beau, cette histoire-là, parce que je trouve effectivement que tous les désirs et les peurs sont extrêmement reliés. Plus on avance vers quelque chose qu'on désire fortement, comme je disais, plus les peurs vont s'élever. Puis effectivement, il y a aussi des désirs derrière les peurs. Je vous ai dit au début que pour être devant vous ce soir, pour moi, c'était un défi. J'ai franchi toutes sortes de peurs, j'ai eu plein d'obstacles. Puis que j'avais un pourquoi fort. Je vous ai dit pourquoi j'étais ici, ce que j'ai vécu comme souffrance, puis pourquoi j'étais ici aussi, pour partager ce que j'ai vécu, les folies que j'ai faites, puis donner le goût aux autres d'en vivre. Ce que je vous propose comme dernier exercice, c'est de trouver votre pourquoi. Et pour le faire, j'ai quelque chose de très audacieux. On va simuler qu'on est sur un bateau en train de faire naufrage. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment de place dans les canaux de sauvetage pour tout le monde. On est sur un bateau en train de faire naufrage. Et il y a seulement, on va faire des équipes de 5, il y a seulement 2 personnes qui vont pouvoir embarquer dans les canaux de sauvetage. Donc, à tour de rôle, vous allez avoir chacun 1 minute pour justifier pourquoi vous devriez avoir votre place sur le bateau de sauvetage. J'aime ça parce que cet exercice-là, quand je le fais avec mes amis, c'est... oui, Jonathan trouve ça difficile. C'est quelque chose de difficile. On n'est pas habitué de faire ça. De dire pourquoi on devrait survivre. Pourquoi on devrait avoir notre place sur ce bateau-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de notre vie qui mérite qu'on se fasse choisir pour être sur ce bateau-là? Parce que c'est ça qu'on va faire. On va voter. Dans l'équipe, on va voter pour les 2 personnes qui vont avoir leur place sur le bateau de sauvetage. Donc, on va faire des équipes de 5. Ceux qui ne trouvent pas une équipe de 5, levez votre main. On va aller vous placer pour faire des équipes. Vous pouvez réaménager les chaises aussi pour faire... Vous pouvez faire des rangées. On est des rangées de 1, 2, 3, 4, 6. Si on fait ça, ouais. Si on fait des équipes plus grosses que 5, par exemple, on allonge l'exercice. Mais non, on va faire des équipes de 5. OK? Donc, les équipes de 5, vous pouvez vous reculer un petit peu, réaménager la salle, et puis je vais vous donner le signal de départ. Donc, faites juste les équipes de 5 pour l'instant. Équipe de 5. Génial. On est rendu à la dernière étape. Vous vous souvenez, c'était quoi? Oh, pendant nos couleurs. Ouais, l'atterrissage, qui était la métaphore pour le lâcher-prise. Yes. Le lâcher-prise. Donc, ce que je vous propose au final, on va faire
Ah, j'avais dit que c'était le dernier tantôt. Hein? Bon, le dernier exercice. C'est le vrai dernier. Là. Promis. Donc, on va redresser notre posture sur la chaise. Redresser notre posture. On prend des grandes respirations profondes, en se fermant les yeux. Et on va revoir la soirée qu'on a vécue. On va revoir qu'est-ce qu'on a déterminé dans le premier exercice, notre bonheur. Comment on peut améliorer notre bonheur? Qu'est-ce qui nous est venu à l'esprit? Puis si on avait ça dans notre vie, aujourd'hui, maintenant, comment les choses changeraient? Si on s'imagine que pendant toute la semaine, on vit dans cet état de bonheur-là, qu'est-ce qui change dans notre vie, dans nos relations? Si on vit dans cet état-là pendant 1 mois, qu'on s'habitue de plus en plus à cet état-là, comment tout change dans notre vie? Aujourd'hui, on a justifié pourquoi on devrait survivre. C'est quoi la raison qui nous fait continuer de vivre? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec les années qui nous restent? Ce soir, il devait y avoir René Robitaille avec nous. Je ne le connais pas. Il n'est pas là. Mais son père est dans le coma. Puis il m'a écrit pour me dire qu'il ne serait pas là à cause de ça. Puis j'ai trouvé ça tellement approprié parce que c'était ça que je voulais vous passer comme message. On ne sait juste pas combien de temps il nous reste à vivre. Puis comme mon voyage à Paris qui a juste duré 24 heures, ben quand la vie est courte, c'est là qu'on en profite le plus. Fait que c'est ça que je veux qu'on fasse ce soir. Qu'on améliore notre courage avec le magicien des peurs. Qu'on focus à la place sur les désirs qui sont derrière ces peurs-là. Focuser où est-ce qu'on veut s'en aller, notre destination. On a vu aussi comment améliorer notre persévérance en ayant des partenaires de responsabilisation, en partageant nos objectifs avec quelqu'un, puis en leur permettant de nous tenir responsables de nos objectifs. Ça, là, c'est ultra puissant. Dans votre cahier de notes, vous avez aussi, pas besoin de le regarder, vous avez des façons pour continuer. J'ai mis des livres qui ont été super importants pour moi. Des conférenciers aussi, ceux qui ont le plus marqué ma vie. Fait que je vous invite à refaire les exercices qu'on a fait ce soir. C'est super simple à refaire. Celui où est-ce qu'on a pris des croyances, puis on s'est convaincu de l'inverse. Choisissez un exercice qui vous a marqué, puis refaites-le. Ce qui est génial dans ce que j'ai vécu ce soir, c'est que je vous ai dit au début, à 15 ans, j'ai fait mon coming out d'homosexualité. Puis 20 ans plus tard, je fais mon coming out de Martin Pelletier. Je vous ai partagé toutes sortes d'apprentissages que j'ai faits, des croyances que j'ai, ce en quoi je crois. Puis en faisant ça, ça a permis à d'autres personnes de s'illuminer.
parce que j'ai une annonce à vous faire. Mais en fait, ce n'est pas moi qui vais vous faire l'annonce. C'est Pierre-Luc. Parce qu'en décidant de vivre mon rêve, de devenir conférencier, formateur, ça a donné le goût à Pierre-Luc de vivre le sien aussi. Puis je vous ai dit qu'un des objectifs que j'avais, c'était d'inspirer les gens à vivre leurs rêves. Puis ça, là, je trouve ça vraiment génial de pouvoir faire ça avec toi. Premièrement, avant toute chose, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez passé une belle soirée? Oui! Est-ce que vous avez vécu le bonheur ce soir? Oui! Une bonne main d'applaudissements pour Martin Pelletier, sa première conférence à vie.